suite parce que je pense qu'on a un petit peu de retard. Donc, je vais tout de suite inviter nos intervenants à venir sur scène, donc Jean-Luc Dallozo, Denis Danger, Nicolas est déjà là, et nous avons le plaisir aussi de discuter aujourd'hui par Skype avec Pierre Assicot, qui est docteur en sociologie et qui gère l'entreprise Villes et Régions Innovantes, VRIC. Alors, je suis chargé d'animer cette table ronde sur la perception des acteurs de l'économie circulaire. J'apporte peut-être un petit élément sur la perception de l'économie circulaire par mes étudiants, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup des étudiants forcément. La chose qui revient souvent, c'est que c'est un pilier de solutions concrètes qui donne un peu espoir à des étudiants qui souhaitent s'engager à la jeunesse, parce qu'on parle de changement climatique, on parle des rapports alarmants, on parle de la perte de la biodiversité, et tout d'un coup on présente l'économie circulaire, certes un terme un peu technique, mais comme quelque chose qui vient répondre aux deux crises, quelque chose qui renforce la résilience des territoires d'un point de vue économique. Madame la maire qui a bien expliqué que la ville de Paris est engagée dans l'économie sociale et solidaire. Il y a un lien très fort entre l'ESS et l'économie circulaire. Ce sont souvent les mêmes acteurs dans l'ESS qui travaillent dans l'économie circulaire, et on voit que ce lien renforce aussi la résilience économique du territoire, parce que quand on regarde un petit peu la croissance de l'emploi ou l'évolution de l'emploi, par exemple, depuis une quinzaine d'années, on voit que dans l'ESS, l'emploi résiste mieux aux crises conjoncturelles. Si on peut encore parler de crise conjoncturelle, je suis persuadé qu'il s'agit plus de crise structurelle. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps que ça, mais pour dire que l'économie circulaire est quelque chose de plutôt consensuel dans un monde qui n'est pas nécessairement facile en termes de négociation, qui est le développement durable et la préservation de l'environnement. Je vais commencer par présenter et donner la parole à Denis Danger, qui est chef de projet Solidarité Nord-Sud à la Reine Île-de-France. Vous avez mis en place dans la région de Dakar et en coopération avec la région Île-de-France un vrai projet sur l'agroécologie, sur la valorisation des déchets, coopération décentralisée qui pour moi est vraiment un avenir pour faire émerger tous les pays, pas juste les pays en voie de développement, une dynamique positive en termes d'économie soutenable. Comment vous avez fait, et n'hésitez pas aussi à expliquer comment vous voyez aller plus loin, quels ont été peut-être des blocages. Denis Danger, la parole est à vous. Merci. On n'a pas forcément un programme agroécologique, c'est un plan climat-territorial intégré. Si je dis ça, c'est parce que, par définition, la question climatique n'est pas qu'une question environnementale, c'est également une question qui touche à l'ensemble des secteurs, l'environnement, le développement économique, le social, la culture, enfin bref, ça touche à beaucoup de choses. Vous l'avez dit, la région Île-de-France a une coopération décentralisée depuis longtemps, 1996, avec la région de Dakar. Et il est vrai que, je ne vais pas raconter l'histoire, mais après s'être rendu compte que la région, en tant que territoire, avait une fonction pertinente, potentielle, dans la recherche de solutions adaptées au plus près des besoins des gens, la région Dakar a sollicité la région Île-de-France pour l'aider à faire un plan climat-territorial intégré. Le président Duchon, à l'époque, a répondu positivement et nous a confié à nous, à Rennes, qui est un organisme associé de la région, le soin de le mettre en place. Donc, si je dis ça, c'est parce qu'on est dans le sujet, coopération décentralisée. C'est quoi la coopération décentralisée? C'était un pari parce que c'est la première fois, et encore au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres coopérations décentralisées qui se soient engagées, certes, sur des actions de climat, il y en a, mais sur des plans, sur des programmes, quand même un petit peu différents. 3 ans de travail par rapport à ça. C'est quoi la coopération décentralisée? Des clés pour agir. Alors on connaît tous, d'abord ce n'est pas une compétence obligatoire d'une collectivité locale. La collectivité territoriale souhaite faire de la coopération ou pas. C'est de mettre à disposition d'un égal, entre guillemets, d'une autre collectivité, ses compétences et de réfléchir en fonction de ces compétences aux solutions les plus adaptées en fonction d'équilibre, en fonction des questions de développement, enfin bref.
Et on a l'habitude, la coopération décentralisée est une invention française, il faut le dire comme ça, qui n'est pas vieille. Il y a d'ailleurs des similitudes avec le développement durable, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Claude, avec le Club de Rome, tout ça est apparu aussi en termes de réflexion, en termes d'action, il y a maintenant, on va dire, une trentaine d'années. Alors, la coopération décentralisée, c'est la construction d'écoles, la construction de centres de santé, bref, mais ça se voit. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il ne se voit pas dans la coopération décentralisée. Et je vais vite arriver, si vous me permettez, à l'économie sociale, à l'économie circulaire. Je vais dire l'économie sociale et solidaire. Mais... Le renforcement des capacités, les échanges, le transfert de technologie, la connaissance d'un terroir. Qu'est-ce qu'il connaît mieux qu'un territoire, que l'élu? Parfaitement bien son territoire. Le fait d'avoir besoin de travailler sur des choses qui vont, une fois encore, sur des éléments qui touchent au plus près de la population. La connaissance de ça, c'est ce qu'on appelle de la coopération décentralisée. Et si je cherche à dire autour de cela, je ne l'invente pas, hein, il y a quelques acteurs ici, ma collègue de Montreuil, que j'ai vu tout à l'heure, qui pourrait très bien en parler aussi. C'est ça, c'est vraiment cette connaissance au plus près d'eux. C'est quoi l'économie circulaire? C'est pas au plus près d'eux. Si c'est pas cette recherche un peu vertueuse qu'il y a au plus près d'eux. Alors moi j'ai envie de vous emmener, excusez-moi je ne vais pas répondre directement à votre question, je vais peut-être essayer de vous emmener dans une maison informelle, puisque pour reprendre l'expression de notre camarade ami Jean-Claude, maison informelle. Moi je vous invite à venir sur une décharge. La décharge à ciel ouvert de Bebeuse, qui était là, une décharge extrêmement connue, qui tous les ans a quelques bonnes pages du rapport annuel du BUT en disant, oh là là, cette décharge. C'est vrai qu'elle est considérable. Elle est dans un quartier de Dakar. Elle reçoit plus de 1000 camions jour et elle reçoit plus de 1300, 1400, 1500 tonnes de déchets divers et variés. Divers et variés, on va en discuter, parce que c'est pas si divers que si varié que ça. Il y a effectivement, sur cette décharge qui fait plusieurs hectares, 40 000 personnes qui y vivent. Il y a 4 000 collecteurs, 5 000 collecteurs qui représentent des familles de 40 000 personnes, qui sont organisés pour les approcher, pour vraiment travailler très très fortement avec elles. Mais une fois qu'on est dedans, qu'on les approche et qu'on travaille, on comprend très clairement aussi comment se peut s'organiser une société autour du déchet. Parce que c'est véritablement ça, une société autour du déchet. Qui ne veulent pas que les choses s'arrangent, je dirais, en tant que... On va trouver une solution, ils se méfient des solutions. On viendrait avec 3 machines, on mettrait tout ça dans les 3 cimenteries qu'il y a autour de Dakar. Mais ça, c'est la révolte sociale. Il faut d'abord trouver du travail pour ces gens. Ces gens qui vont, et notamment ces femmes, qui essentiellement vont aller chercher quoi? 1 kilo de tissu, qui vont vendre combien? 75 francs CFA. Ils vont aller chercher 1 kilo de plastique et vont vendre combien? 100 francs CFA, etc. Et s'organise toute une chaîne organisationnelle, pour le coup, une chaîne de travail qui fait que va se mettre en place tout un monde qui est tout à fait intéressant. La question climatique, je l'ai dit tout à l'heure, touche à tout. Et d'abord, elle touche aux besoins, je le redis, essentiels des gens. Travailler sur une question climatique, on peut la faire à la version, j'allais dire, occidentale. On apprend, hein. Moi, je ne suis pas là non plus pour vous dire voilà comment il faut faire. Mon collègue Dakarois qui est là, qui a travaillé pendant 2 ans avec nous, pourra aussi vous dire la perception est importante d'échanger. Là encore, on est au plus près. Moi, je ne parle pas le Wolof. Donc, il y a une perception, si vous voulez, qu'il faut aussi comprendre par rapport à tout ça. Et si on ne comprend pas qu'on est dans un paysage, dans un territoire, où, grosso modo, la majorité des gens, leur besoin, c'est de trouver le fameux dollar jour, comme dirait le PUD, pour manger. Vous savez, vous parlez des questions climatiques, ce n'est pas forcément leur préoccupation majeure. Si on ne comprend pas qu'on est dans un territoire où les gens, à majorité, ont moins de 21 ans, si on ne comprend pas en plus qu'on est dans un territoire où il n'y a jamais de problème, et que des solutions, il n'y a pas la solution, mais il y a des solutions, ça va être aussi un peu compliqué de venir avec des schémas ou avec des prétentions. Il faut d'abord comprendre dans quel territoire. L'économie solidaire nous permet de comprendre la chaîne économique et la chaîne d'un déchet. Je peux vous raconter l'histoire d'un plastique tel que ça se fait à Dakar ou l'histoire du tissu tel que ça se fait à Dakar. Ça nous permet de comprendre un petit
choses s'organisent. Si vous allez sur Dakar, on peut parler d'autres pays africains, mais sur Dakar, au moment où les bateaux de pêche arrivent, bateaux de pêche qui, entre parenthèses, 8 bateaux de pêche sur 10 sont faits par le système de l'économie informelle, pardon. Je peux vous dire 2-3 chiffres aussi, que 8 travailleurs sur 10 dans le domaine du bâti fait partie du secteur informel. Tout ça aussi a donc une application extrêmement forte, donc une connaissance, on va dire, de l'organisation presque intime, vous voyez, de la manière dont on va se sortir tous les jours pour trouver à manger, comme de la manière dont on va se sortir de travailler sur une mécanique, de travailler sur un territoire, de travailler sur un matériau, de trouver des solutions. Et ça, c'est tout c'est intéressant. Et au moment où les bateaux de pêche arrivent, vous voyez sur une plage énorme des milliers de personnes, en l'espace peut-être de comprendre, d'imaginer où est-ce qu'on est et comment ça se passe, tout est parti, tout est déjà organisé. Le poisson n'est pas arrivé sur la plage, que le poisson a déjà un coup. Il sait dans quelle barge il va être, il sait quelle barge qui va l'emmener dans tel camion si jamais il doit partir dans tel lieu ou dans tel système de pêche par telle organisation. Tout ça fait partie d'un système qui permet, si vous voulez, véritablement à cette économie de fonctionner. Alors, je ne veux pas être, je vais m'arrêter là parce que je pourrais aussi être comme Jean-Claude, peut-être partir sur les choses. Mais moi, je pense que la coopération décentralisée, d'une part, est j'allais dire une arme, vous voyez, enfin, en tout cas, une possibilité extraordinaire pour un processus décisionnel, c'est-à-dire pour apporter, on dirait, ce qu'il faut au moment où il faut sur telle ou telle question. Je vous dis, une fois de plus, par un certain nombre de choses qui ne se voient pas, jusqu'à la réalisation, jusqu'au suivi et évaluation, qui est très important, jusqu'à donc la critique de la manière dont les choses se sont faites. La question climatique, c'est le lien, disons, il y a les études, etc., ça, on va faire quoi? On va faire de technologie, mais c'est quoi? C'est le lien entre le mouvement ascendant et le mouvement descendant, le fameux bottom-up, etc. C'est-à-dire que véritablement, si on ne comprend pas comment la poissonnière, pour reprendre cette expression, comment le chauffeur de taxi parle du climat, on ne va pas aller comprendre forcément ce que va dire le ministre sur le climat. Il faut que nous, on comprenne ce que le ministre dit, et ce que la poissonnière, pour un moment, dans un cadre de concertation extrêmement large, faire que ça fonctionne. L'économie solidaire, c'est de la concertation. Donc on retrouve, bien évidemment, avec les questions climatiques et la question de la coopération décentralisée, les mêmes liens. Puis enfin, je pense qu'il faut aussi apprendre ce que fait la ville de Paris, ce que font d'autres villes dans ce domaine-là, c'est aussi extrêmement intéressant, ça réintéresse. C'est bien, me semble-t-il, le Plaine Centrale, s'il y a quelqu'un qui raconte une bêtise, mais je crois que c'est la communauté Plaine Centrale qui a la ville de Saint-Denis. C'est ça, la communauté d'Aglo avec les changements. Il s'est posé des questions notamment sur tous ces espaces où il y avait des déchets, des tas de déchets, notamment les fameux déchets industriels. Comment faire? Et puis ils sont passés en fait, par des biais où ils se sont rencontrés avec les collecteurs, je ne parle pas le portugais, mais donc les collecteurs brésiliens, qui sont justement sur ces montagnes de déchets, etc. Et qui, ces collecteurs ont tout un procédé d'organisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les techniciens de Seine-Saint-Denis et les collecteurs brésiliens se sont rencontrés, ils ont discuté, ils ont trouvé les moyens de poser des questions et pour trouver un certain type de réponse. Là, pour le coup, et je terminerai là-dessus, parce que c'est ça la coopération décentralisée, on apprend de l'autre. On apprend de l'autre. Merci Denis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'art. Je n'ai pas répondu du tout à votre question. Oui, mais on va revenir et ça aura l'opportunité de poser des questions après les quatre interventions. On a dit que chacun a l'opportunité de s'exprimer après, on aura bien sûr l'occasion de l'échange avec la salle. Mais je suis totalement d'accord avec vous sur l'arme qui est la coopération décentralisée, notamment dans le contexte de négociations internationales et d'un cadre multilatéral qui n'est pas toujours simple, marqué par un petit peu d'inertie. Donc moi je suis absolument d'accord sur la concertation qui est impliquée là-dedans et peut-être apprendre que il serait peut-être temps de changer la terminologie ou au moins la perception de ce qu'est le concept de développement et le niveau de développement. Est-ce que peut-être tous les pays sont en développement vers une économie circulaire et aujourd'hui on ne pourrait ne plus séparer des pays comme l'ont fait pendant très longtemps les Nations Unies sur les questions climatiques entre deux grandes catégories de développés et en voie de développement avec des pays moins avancés. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr si à l'aune des enjeux environnementaux et de la question climatique, nous pouvons encore dire que nous avons des niveaux de développement qui sont soit juste définis par
Dallozo, vous êtes gérant de Organic Valley. Vous avez aussi créé le Clair Vert. Oui, j'ai un accent franco-américain. Je suis parmi ceux qui, si je suis le côté américain de ma façon de consommer, on aurait besoin de 5 planètes, comme l'a bien dit la mère Advance. Si je suis le côté français, c'est seulement 2,5 planètes, et j'essaye de rester sur le côté français, mais non, ne soyez pas choqués par cet accent. Jean-Luc Dallozo, donc vous avez mené un projet d'économie circulaire dans un territoire rural en France, en Méditerranée. Organic Valley maintenant crée un des leaders parmi les acteurs du recyclage, une nouvelle filière de recyclage, la valorisation des déchets. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez des réactions aux propos de M. Danger? Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Je souriais à Organic Valley parce que, après qu'on avait trouvé le nom, on s'est aperçu que c'était aussi le nom d'une coopérative de lait bio aux États-Unis. Et donc cette prononciation était tout à fait adéquate avec la coopérative de lait. Et mon accent diffère de façon significative du vôtre, mais ça me demande un petit peu de soleil. Organic Valley donc, est une initiative que nous portons depuis à peu près un an. C'est un modèle effectivement d'économie circulaire. Il est difficile de parler d'Organic Valley sans ramener un petit peu au contexte local et à notre première activité, qui est l'activité d'une société la classique Clair Vert, créée en 2003. On a créé cette activité partant d'un constat que sur l'agglomération toulousaine, il y avait une carence d'infrastructures de traitement de déchets organiques et en 2003, une problématique autour des déchets végétaux. Donc on a aménagé cette plateforme avec des solutions de recyclage qui nous permettaient de gérer les déchets verts. Rien d'extraordinaire, on fait du compost. Les choix techniques nous ont permis de prendre autre chose que des déchets végétaux, des déchets agroalimentaires, des déchets de repas, des déchets des grandes et moyennes surfaces, donc tout ce type de déchets. Et en 2008, notre activité s'est transformée en plateforme multifilière pour être en capacité de gérer les déchets de bois, donc les déchets organiques. Et nous avons lancé les premières études pour construire une usine de méthanisation. L'idée était de réunir sur un même lieu, d'avoir la première plateforme en France multifilière où on serait capable de gérer tous les déchets organiques d'un territoire, de les recycler en fonction de leurs propriétés pour être le plus efficient d'un point de vue économique et écologique. Pour schématiser, les déchets de bois impropres à la combustion, le recyclage matière pour refaire des panneaux de particules, les déchets de bois ou la fraction carbonée du déchet vert pour en faire de l'énergie, des déchets végétaux pour faire du compost, des déchets végétaux conformes à un usage en agriculture biologique pour faire un compost en agriculture biologique, des déchets fermenticibles, c'est-à-dire des restes alimentaires, des déchets plus gras, plus sucrés sur une filière méthanisation. Et on avait en tête, dès cette période-là, de créer de nouvelles filières spécifiques, donc les mares de café, pour les sortir du compostage, pour en faire des supports de culture, les déchets de pain pour aller vers l'alimentation animale, et regarder notre poubelle avec l'œil de qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, et qu'est-ce qu'il y a sur un territoire rural qui nous touche, comme usage où on peut développer cette activité. Donc c'est tout ce feedback de Clair Vert, 12-13 ans de développement, qui a permis de lancer le projet Organic Valley. Et Organic Valley est un modèle, donc on présente ça comme d'une part une entreprise de territoire, au sens large, entre cette aire urbaine et cette aire rurale. C'est également un métabolisme de la matière organique. Aujourd'hui, Organic Valley se veut être la première zone d'agroactivité en France dédiée au métabolisme de la matière organique. Notre constat était aussi que si on veut faire une zone d'économie circulaire qui s'inscrit dans le temps, la notion qui tient à cœur de Jean-Claude, qui est la maîtrise foncière, était primordiale. Donc, penser une zone d'agroactivité où nous garderions la maîtrise foncière dans le temps, en louant des emplacements pour développer des activités, et ne pas les vendre, comme font la plupart des aménageurs qui font des zones d'activité. Donc ça, c'était le côté pérennité.
l'aspect entreprise de territoire sur la structure juridique qui porte Organe Vallée, une SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, où on voulait trouver un véhicule financier organisationnel qui nous permette de réunir autour de la table des entreprises de l'amont et de l'aval, des collectivités et des individus, des habitants. Donc ça, c'était un des enjeux qui a donné naissance à la SIC Organe Vallée. Et ensuite, on a identifié quelles activités on allait développer sur cette emprise foncière. Donc l'emprise foncière, pour en dire quelques mots, c'est 55 hectares, 30 hectares de terrain agricole, 15 hectares de zones boisées et 10 hectares de terres qui sont ni l'un ni l'autre. Une grande habitation qui existait, un hangar, un gîte. Et donc on a repensé tout ce lieu. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour en faire une zone d'économie circulaire dédiée à la matière organique. Donc les activités aujourd'hui identifiées sur lesquelles on est en recherche de projets, de porteurs de projets, sont du maraîchage bio, des serres, une légumerie. Alors une légumerie, c'est un nom barbare, c'est là où on pèle les carottes pour les rendre compatibles à l'usage en restauration. Des activités d'élevage, où on va, à partir du mois de mai, installer quelques poules et porcs nourris avec des restes végétaux et du pain. Des activités de culture de pleurotes sur les marcs de café, une microbrasserie à partir des déchets de pain, une fromagerie, parce qu'une fromagerie elle a besoin d'un site à côté de recyclage pour ces déchets organiques, voire pour valoriser les petits laits sur de l'élevage, une boulangerie, un atelier de recyclage de pain. Voilà. C'est toutes ces agro-activités qui font sens à être à côté d'un pôle de recyclage et qui font sens d'être à proximité l'une de l'autre, parce qu'on va pouvoir récupérer sur une activité des flux de matière ou d'énergie qui vont être bénéfiques à l'autre. Des serres, ça constitue des surfaces imperméabilisées, on récupère de l'eau qu'on stocke pour le maraîchage. Une boulangerie, c'est de la chaleur fatale qu'on peut récupérer pour chauffer, pour faire de la culture de pleurote. Voilà, c'est toute cette réflexion qu'il y a eu, flux, énergie, matière, territoire, avec une dimension supplémentaire qui est de dire les aires urbaines regorgent de matière organique que l'on se doit de sortir des incinérateurs et des centres d'enfouissement, et les aires rurales ont de la place pour développer de l'activité. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais notre volonté c'est tout cela, et avec une dimension reproductible et de capacité d'essaimage de ce type de projet, parce que des agglos en ville, en France, des aires urbaines, il y en a, et des espaces ruraux à côté des villes, il y en a aussi. Donc à partir de ce constat, on peut reproduire des organiques vallées ailleurs en France. On a juste à sortir la matière organique des centres d'enfouissement et des incinérateurs. Et de ramener la matière à la compostage. Voilà, compostage ou méthanisation, parce que j'aime bien les deux. Méthanisation, on fait de l'énergie, mais on récupère du digestat. Et si on met du bon déchet trié, le même qu'on met dans le compostage, on sort du bon digestat, qui en plus a des propriétés fertilisantes, puisque la matière organique a été minéralisée. Et donc c'est de l'azote, de la potasse et du phosphore qui rentrent dans le circuit des cultures et de l'agronomie. C'est intéressant parce qu'encore une fois, là, vous êtes aussi un exemple de lien entre l'ESS et l'économie circulaire. Organic Valley est bien une SIC. Alors c'est une SIC qui a un agrément ESS, aujourd'hui pas pour les volets emploi, puisque le projet est neuf et il y a des ressources, il y a des bénévoles et pas encore de salariés, c'est une question de semaines. On a un statut ESS sur le volet environnemental du projet. Et dans l'environnement Organic Valley, on travaille sur l'aire urbaine avec des collecteurs qui ont ce statut, Green Bureau, une régie de quartier, qui collectent avec nous des déchets, tout en déployant de l'insertion. Donc voilà, c'est un choix de sous-traiter cette action de tri de collecte avec des opérateurs en insertion, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, je n'ai pas les compétences pour mener à bien ce rôle d'insertion. Et c'est une démarche que l'on porte aussi dans le cadre d'un PTCE, pôle territorial de coopération économique, et Organic Valley a fait partie des lauréats du dernier appel à projet des PTCE. On a eu les résultats en janvier 2016. Sans plus attendre, pour qu'on donne le maximum de temps à la salle aussi, Nicolas Humbert, tu
tu es très impliqué dans l'économie circulaire depuis que tu es directeur exécutif de Green Cross France Territoire, des années dans le consulting en développement durable, en réagissant aux propos de tes deux collègues à gauche et en exposant peut-être d'autres éléments dans l'ouvrage que tu as co-écrit ou co-dirigé. Quelles seraient tes choses à dire? Déjà, j'espère que les projets qu'ont décrits mes collègues vous ont fait envie, parce que c'était deux éclairages, c'était deux zooms sur des choses qui se font déjà, qui sont très opérationnelles. Le mot vient d'être prononcé par M. Dall'Otto, qui sont des choses réplicables, sur lesquelles, effectivement, on peut faire ailleurs, on peut faire autrement, on peut s'inspirer. Chaque projet aura un contexte culturel, aura un contexte géographique, aura un contexte technique donné. Il y a peu de temps, j'étais en Nouvelle-Calédonie avec un certain nombre d'autres personnes et nous en reparlerons tout à l'heure. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on parle de projet de territoire et c'est pour ça qu'on a voulu s'interroger vis-à-vis notamment des collectivités donneuses d'ordre, qu'est-ce qui faisait qu'un projet de territoire naissait quand il s'agit d'économie circulaire. Et Denis nous disait tout à l'heure, il y a une approche bottom-up, il y a une approche top-down. Il ne m'appartient pas de juger si le top-down marche d'une manière générale, mais en tout cas, ce dont on s'est aperçu, c'est que le top-down seul, quand on parle d'économie circulaire, ne marche pas. Tout à l'heure, Jean-Claude nous parlait en introduction effectivement d'une maison où l'économie ne se décrète pas et elle se vit. Et cette mise en réseau des initiatives est quelque chose de très important. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut décrire la mise en réseau des initiatives autour de l'économie circulaire pour, du point de vue d'une collectivité, permettre de l'accélérer. Et là on s'est rendu compte d'une première chose, c'est que la collectivité n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe en termes d'économie circulaire sur son territoire. Certaines fois parce qu'on est dans une économie complètement informel. Imaginons qu'on soit dans un squat à la périphérie des villes. Si on n'a pas mis les pieds dans le squat ou si on ne s'est pas rendu compte que le squat faisait des soupes festives ou autres, eh bien, on ne va pas constater le projet d'économie circulaire, donc personne ne pourra en parler. Et pour ceux que ça amuse, je vous invite à aller dans le 19e arrondissement. On m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y avait un squat qui faisait de superbes soupes festives, bio et véganes pour quelques euros. Donc on est bien sur cette phase-là de détection où le rôle des élus comme des services est important, puisque pour détecter, il faut inciter les gens à venir à soi. Donc si d'une manière ou d'une autre on fait peur, on ne va pas détecter les projets d'économie circulaire. C'est particulièrement important quand ces projets viennent de plusieurs communautés ou de plusieurs groupes qui peuvent, pour une raison ou pour une autre, redouter l'ordre établi. Deuxième chose, une fois qu'on a détecté un projet, c'est bien, mais encore faut-il être capable d'en parler. Donc identifier de quoi on parle, qu'est-ce qui aujourd'hui est fait en termes d'économie circulaire et qu'est-ce qui reste à faire, puisque Jean-Claude nous disait, l'économie circulaire n'est pas un figé, c'est une trajectoire. Et donc quand on parle d'économie circulaire et qu'on décrit et qu'on identifie l'économie circulaire, on identifie d'où on parle, où on est et où on va. Si on se contente de faire une photo sans avoir de profondeur de champ, on va être dans une perception de la réalité qui va être trop brève. Et c'est là où le passage aussi important, c'est le passage de cette phase d'identification à une phase d'analyse. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui reste encore à construire? Et qui a besoin de quoi pour faire quoi en vue de quelle finalité? Peut-être que certains d'entre vous, dans l'assistance, êtes restaurateurs à Paris. Les restaurateurs à Paris, par exemple, se sont extrêmement bien organisés avec certains organismes pour collecter le marc de café. Ça marche, et ça marche très bien. Et encourageons cette initiative. Est-ce qu'ils ont besoin pour autant, sachant que l'initiative marche et est profitable, de demander un soutien financier à la puissance publique ou est-ce qu'ils peuvent continuer par eux-mêmes?